Charline ne pensait pas que sa vie allait basculer à ce moment-là. Rien ne la préparait à entendre ces mots. Un cancer du sein H2R2 triple positif. Avant ça, il y avait le quotidien, la vie qui suit son cours, et puis ce corps qui envoie des signaux sans vraiment alerter. Au début, on doute, on se rassure, on continue d'avancer, jusqu'au moment où tout s'accélère. Les rendez-vous s'enchaînent, les examens aussi. Et très vite, le temps ne se compte plus en semaines, mais en traitements. Chimiothérapie, médicaments, attente. Le corps change, la fatigue s'installe, et à l'intérieur, il faut continuer à tenir. Tenir face à la peur, tenir face à l'inconnu, tenir aussi pour ceux qu'on aime. Dans cet épisode, Charline ne raconte pas seulement la maladie. Elle raconte ce qu'on ne voit pas, les émotions, les moments de doute, les instants de fragilité, mais aussi cette force qui apparaît quand tout vacille. Aujourd'hui, elle nous livre son histoire. Vous écoutez État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Pour toutes les femmes dont le corps et l'esprit ont été bouleversés. Excellente écoute. Le 5 septembre 2024, donc à peine 4 semaines avant que je fête mes 29 ans, on m'a diagnostiqué d'un cancer du sein agressif triple positif. Et à ce moment-là, c'est vraiment un tourbillon d'émotions, un mélange d'émotions que j'ai ressenti. Je suis d'abord passée par le choc. J'ai seulement 28 ans, la médecin s'assoit à côté de moi, pose sa main sur mon genou et m'annonce que j'ai une tumeur, un cancer qui de plus est agressif. Donc tout de suite, c'est la peur, le choc, la tristesse. Je me suis effondrée tout de suite. Je pense qu'il y a une partie de moi qui a compris instantanément ce qui se passait parce que ça a été directement un torrent de larmes. Mais d'un autre côté, j'ai une partie de moi qui a voulu se protéger et à partir du moment où elle prononce le mot cancer, j'écoute plus. C'est comme si j'étais là dans la pièce, je me vois à côté de moi, mais j'entends pas ce qu'on me dit. Et heureusement, il y avait ma sœur ce jour-là qui m'accompagnait au rendez-vous pour l'annonce du diagnostic et elle a pu ensuite me retranscrire tout ce que la médecin avait dit durant le rendez-vous, car j'ai vraiment rien écouté. C'était des larmes et la seule phrase que j'ai pu dire et que j'ai dit en boucle d'ailleurs, c'était: «Comment on va dire ça à papa et maman? Comment on va dire ça à papa et maman?» C'est vraiment la seule chose qui m'inquiétait. J'entendais vaguement des mots, j'entendais chimiothérapie, perte de cheveux, radiothérapie, opération, mais c'était la seule chose qui m'importait, c'était vraiment comment je vais pouvoir annoncer quelque chose comme ça à mes parents qui, de plus, ne s'attendent pas du tout, à une annonce comme ça, étant donné que je leur avais pas parlé de ce rendez-vous. Je ne leur avais pas dit que j'avais une biopsie à passer. Au moment du diagnostic, c'est vraiment des sensations paradoxales que j'ai ressenties parce que j'ai à la fois senti le monde s'écrouler sous mes pieds. Vraiment la peur, l'inconnu. J'ai jamais été malade, j'ai jamais connu de personne ayant eu ce genre de maladie, mais j'ai à la fois senti le poids du monde sur mes épaules où j'ai compris tout de suite. Je me suis dit: «Bon, là, il y a un sacré combat qui t'attend. Va falloir y aller, il va pas falloir lâcher et ça va être dur, mais il va falloir le faire». Je pense que quand on nous fait ce genre d'annonce, en fait, inconsciemment, on essaye de se protéger. Le cerveau, il se met automatiquement en mode survie. Et c'est pour ça que à la fois, il y a la peur, il y a l'inconnu, mais d'un autre côté, on se dit: «Bon, je vais y arriver, je vais le faire, je suis une battante, je vais m'en sortir». Pour moi, annoncer à mes proches, à ma famille, mes amis, mon conjoint que j'avais un cancer du sein, ça a presque été le plus difficile que l'annonce en elle-même. J'appréhendais tout de suite. C'est d'ailleurs les premiers mots que j'ai dit au moment du diagnostic. Comment on va dire ça à papa et maman? Heureusement, j'ai été très bien accompagnée. J'ai 2 frères, 2 sœurs, une très grande famille. Donc on s'est tous réunis, on a tous été ensemble chez mes parents pour pouvoir leur annoncer cette nouvelle et forcément, comme je m'y attendais, ça a été très difficile. Déjà, mes parents étaient surpris de nous voir arriver tous en même temps sans avoir prévenu. Donc mon père, avec son humour, nous fait la blague, «Oh qu'est-ce que vous faites tous là? On a gagné au loto ou quoi?» Et en fait, ils ont vu à nos têtes que non, on n'avait malheureusement pas gagné au loto, même si on aurait préféré. Et là, ils ont tout de suite compris que c'était quelque chose de grave qui se passait, donc on leur a demandé de s'asseoir et voilà, je suis pas passée par 4 chemins, c'était ces mots-là. Bon,
J'ai une boule dans le sang depuis, quelques mois. J'ai fait des examens de contrôle. On a fait une biopsie, le diagnostic est tombé aujourd'hui, c'est un cancer. Ça a été compliqué parce que j'ai tout de suite vu la peur dans les yeux de mes parents. Ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Dans les yeux de mon petit frère aussi, parce qu'à ce moment-là, il a seulement 18 ans, donc pour lui, je pense que c'était l'inconnu autant que pour moi. Je sais que quand on est jeune, quand on entend le cancer, forcément, bah, on entend la perte des cheveux, on entend la mort, la souffrance. Donc ça a été un moment très compliqué, mais mes proches m'ont tout de suite soutenue. J'ai la chance d'avoir une famille géniale, sans qui j'aurais jamais pu traverser toute cette épreuve avec tant de bonne humeur. Et à partir de ce moment-là, ils ont tous été au top. Ils ont fait en sorte que je sois jamais seule. Ils m'ont accompagnée à chacun de mes rendez-vous. D'ailleurs, dès le lendemain, j'avais mes premiers rendez-vous, bah, pour me parler des traitements que j'allais avoir, des examens que j'allais avoir, étant donné qu'en plus, j'avais rien écouté au moment du diagnostic. J'allais enfin pouvoir en savoir plus sur vraiment les traitements que j'allais avoir. Et donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des personnes qui m'ont accompagnée au rendez-vous, qui m'ont retranscrit le soir tout ce qui s'était dit parce qu'on enchaîne les rendez-vous. Et étant donné que le cerveau se met en mode, protection, on retient pas forcément tout ce qui nous est dit, ça fait énormément d'informations et de choses à encaisser à la fois. D'un côté, on nous parle de chimiothérapie, d'un autre côté, on nous parle de ménopause artificielle, de préservation d'ovocytes, d'opérations, de radiothérapie, on nous parle également de taux de survie. Donc c'est beaucoup d'informations et c'est vrai que si on peut avoir des personnes qui nous accompagnent à ce moment-là, c'est vraiment pas négligeable. D'un autre côté, il y a également l'annonce donc aux amis, à mon conjoint, il a tout de suite été là pour moi, il m'a tout de suite soutenue. Ça a été pareil pour mes amis, bien évidemment un choc pour tout le monde, mais je me suis tout de suite sentie entourée. Je me suis pas sentie seule, je me suis dit: «Bon d'accord, ça va être dur, mais je suis pas seule, je vais y arriver, tout le monde va m'aider». Et c'est principalement ce qui s'est passé. C'est là où j'ai pu justement voir sur qui je pouvais vraiment compter et sur qui je pouvais pas compter. Quand on traverse une période comme celle-ci, il y a des personnes qui vont se rapprocher de nous, qui vont vraiment être là pour nous, qui vont venir nous voir, qui vont nous contacter, prendre assez souvent des nouvelles, nous donner du courage, de la force, qui vont également se proposer de venir, à certains rendez-vous, qui vont vraiment être dans l'accompagnement, dans le soutien. Et au contraire, et ça, c'est ce qui m'a étonnée, parce que je m'étais pas forcément renseignée sur ça avant, mais ça, en fait, il y a des personnes qui vont s'éloigner, des personnes qui vont tout simplement pas forcément vouloir se lancer dans le combat de la maladie, d'autres personnes qui, je pense, s'éloignent de peur de mal faire les choses, de peur de pas trouver les bons mots, de pas savoir comment aider. Et au final, moi, ça m'a permis de faire un réel tri dans mon entourage, dans mon cercle d'amis. Je sais maintenant sur qui vraiment je peux compter et je sais qui s'est éloigné et qui donc j'ai dû sortir de ma vie. C'est pas un poids ni quelque chose de négatif pour moi parce qu'au final, voilà, je sais que maintenant les amis qui sont à mes côtés aujourd'hui sont mes vrais amis. C'est ceux que je vais garder pendant encore 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus. Et c'est le principal. Je sais que j'ai un entourage de qualité. Mon protocole contre le cancer du sein, ça a vraiment été un marathon médical. On m'a tout de suite envoyée dans les hôpitaux, dans l'enchaînement des rendez-vous. Dès le lendemain du diagnostic, voilà, j'avais déjà 2 rendez-vous et pendant 2 semaines, je pense que ça a été minimum un rendez-vous à l'hôpital par jour. Il y a même eu une journée où j'ai eu 3 rendez-vous dans 3 hôpitaux différents. J'ai fait mon premier repas de la journée à 16 heures et j'étais toujours dans cette phase de protection. Du coup, c'était des rendez-vous où j'écoutais pas grand-chose ou alors où je ne voulais pas comprendre les choses. Heureusement, comme je le disais précédemment, j'étais très bien entourée. Donc à la fin des journées, voilà, les proches qui m'avaient accompagnée me faisaient un récapitulatif de ce qui m'avait été dit. Et donc ça a commencé avec la pose du porte-à-4, donc le boîtier qui est placé sous la clavicule, qui est relié au cœur, qui va permettre de faire passer la chimiothérapie. Ensuite, on m'a fait faire ma première injection pour la ménopause artificielle et on est donc parti sur un protocole initialement de 16 chimiothérapies. J'en ai finalement fait que 13 parce qu'avant la fin donc des chimiothérapies, j'ai eu une échographie de contrôle où on a constaté que la tumeur avait complètement disparu. J'avais donc une réponse complète et j'ai pu arrêter les chimiothérapies plus tôt. Ensuite, après donc les 13 chimiothérapies, on m'a entre guillemets «laissée en vacances» pendant 1 mois, avant de passer à la chirurgie, donc la tumorectomie et le retrait des ganglions sentinelles. Donc la tumorectomie, elle a consisté à enlever la zone du sein où il y avait la tumeur. Et j'ai eu de la chance, la tumeur faisait à peine 3 centimètres. Donc c'est vraiment une petite zone qu'on m'a enlevée, ça se voit à peine, les cicatrices sont très fines, ça se voit vraiment pas beaucoup.
Et ensuite, une fois que j'ai été remise de l'opération, on m'a donc basculée sur l'immunothérapie. Le système en lui-même, c'est un peu le même que la chimiothérapie. Donc je me rends en service de chimiothérapie, on me pique dans le porte-à-4, et voilà, on me passe des produits qui vont refaire travailler mon système immunitaire. C'est donc une injection que j'ai toutes les 3 semaines, pour un total de 18 cures, sachant que c'est des cures qu'on commence à faire parfois en même temps que les chimiothérapies. Donc j'en avais déjà fait quelques-unes sur mes dernières chimiothérapies et ensuite, j'ai eu 18 séances de radiothérapie. Ça a été compliqué parce que la radiothérapie, même si c'est moins invasif que la chimiothérapie, on doit quand même y aller tous les jours. Donc c'est-à-dire que j'y allais tous les jours du lundi au vendredi et le trajet, le fait d'être à l'hôpital, le fait de recevoir quand même un traitement qui est assez lourd, ça a été très fatigant pour moi. À la suite donc de ma radiothérapie, j'ai enchaîné avec l'immunothérapie que j'avais donc déjà débuté lors des dernières chimios. Le principe, il est à peu près le même que la chimiothérapie. On se rend en service de chimiothérapie, on est branché dans le porte-à-4, on reçoit des produits, ensuite on rentre chez nous. C'était sur un rythme de 3 semaines, donc j'y allais, toutes les 3 semaines pour recevoir mon injection et ce traitement-là, c'était pour un total de 18 injections. Donc j'ai reçu ma dernière injection le 27 janvier 2026. C'était voilà, la dernière fois où je me rendais en service de chimiothérapie. Ça aurait été un soulagement pour moi de me dire: «Bon ça y est, c'est fini, le lourd des traitements, il est vraiment derrière moi». En parallèle de tout ça, j'ai été mise sous hormonothérapie, donc c'est un traitement que je vais avoir environ 5 à 10 ans. Donc c'est un médicament à prendre tous les soirs. Je sais que certaines personnes vont avoir beaucoup d'effets indésirables, d'autres moins. Moi, disons que les effets secondaires qui sont générés donc par la prise de cette hormonothérapie, je les avais déjà étant donné qu'on m'a mis dès l'annonce du cancer sous ménopause artificielle. Donc, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes et cetera, c'est des symptômes que j'avais déjà. Et suite à la première chimiothérapie, au bout d'une dizaine de jours, mes cheveux ont commencé à tomber. Je m'étais plutôt bien préparée, voilà, je savais que ça allait arriver, mais je m'étais tout de suite mis en tête que c'était secondaire. J'avais pourtant les cheveux très longs, ils m'arrivaient à la moitié des fesses, donc j'ai commencé par me couper les cheveux au carré. Donc j'avais déjà commencé à perdre un peu cette habitude de tout le temps voir mes cheveux longs, tout le temps les toucher. Et le jour où j'ai commencé à les perdre, forcément j'étais très triste, ça a tout de suite été des pleurs, mais je me suis dit: «Bon, de toute façon, j'ai pas le choix, ils vont complètement tomber». J'ai pas voulu prendre le risque de trop attendre avant de les raser. Je voulais pas me voir, en fait, avec, des trous sur la tête, avec des poignées de cheveux impressionnantes dans les mains, donc j'ai tout de suite contacté ma prothésiste capillaire qui est venue chez moi dès le lendemain, qui m'a rasé la tête et avec qui j'ai pu donc choisir ma perruque. Ça fait forcément un pincement au cœur de se voir sans ses cheveux, surtout quand ils sont aussi longs, mais c'est quelque chose que j'ai quand même plutôt bien appréhendé. Ça a quand même été compliqué parce que, bah, c'est un choc. C'est quand même, une période qui était assez compliquée parce que voilà, je suis passée du tout au tout. J'avais les cheveux très longs et là, j'avais le crâne complètement rasé et c'est tout un visage, en fait, qui change parce qu'après les cheveux, on perd les cils, on perd les sourcils et je me reconnaissais pas forcément. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de devoir apprendre à vivre avec un reflet dans le miroir qui est pas le nôtre et c'est surtout un reflet qu'on nous a imposé, qu'on n'a pas choisi. Alors certes, il y a beaucoup d'accessoires qui font qu'on peut, voilà, quand même se sentir féminine, quand même essayer de se mettre en valeur, les perruques, les foulards et cetera. Ça reste un moment qui est compliqué parce que pour ma part, c'est le moment vraiment où j'ai compris ce qui m'arrivait, où je me suis dit: «Bon, c'est pas rien, c'est pas un cauchemar, je vais pas me réveiller demain, on va pas me dire que c'est une blague. C'est vraiment un cancer que j'ai et c'est ça que je vais devoir affronter». À cause du traitement contre mon cancer du sein, on m'a fait entrer en ménopause artificielle, donc ça dès le début des traitements, avant même le début des chimiothérapies. Ça a provoqué pas mal d'interrogations chez moi parce que, dans un premier lieu, je savais même pas qu'on pouvait être en ménopause artificielle, d'autant plus à mon âge et je me suis aussi interrogée au niveau des effets secondaires. Je me suis dit: «Mais est-ce que c'est comme la ménopause normale ou est-ce que c'est des effets différents?» Et effectivement, c'est des effets qui se rapprochent relativement de la ménopause classique que toutes les femmes peuvent avoir arrivées à un certain âge. Ça se traduit par, des douleurs articulaires, de la fatigue, des insomnies, beaucoup de bouffées de chaleur. Le traitement contre le cancer du sein lui-même, il est déjà pas simple et c'est en fait plein de petits traitements à côté qui sont rajoutés et qui font que c'est vraiment compliqué. En plus, quand on est une femme, voilà, à 29 ans, on se dit: «Bon, bah, je devrais pas avoir à me poser cette question maintenant, mais est-ce que je vais vouloir des enfants plus tard? Parce que oui, il faut que je fasse une préservation d'ovocytes».
C'est le corps qui change, c'est le corps qui fatigue à un âge où on est censé être en pleine forme. La peur et l'angoisse ont pris une énorme place dans mon quotidien depuis l'annonce de la maladie. J'étais une personne quand même assez insouciante, voilà, tout allait bien dans ma vie, tout se passait très bien. J'avais pas vraiment de questions, j'avais pas d'interrogations, rien d'important qui me trottait dans la tête. Donc ça a vraiment été un choc et des nouvelles émotions que j'ai pu découvrir et j'ai dû apprendre à vivre avec. Voilà, j'ai découvert, les insomnies, j'ai découvert les crises d'angoisse, j'ai découvert la peur de mourir, la peur de me voir malade, la peur de voir mon état se détériorer encore plus et j'ai aussi découvert la peur pour mes proches parce que je me disais: «En fait, si moi je vais pas bien, automatiquement ça va se calquer sur mes parents, sur mes frères et sœurs, sur mes amis et ils vont pas aller bien non plus» et je dirais qu'au final, c'est ça qui m'a donné la force en fait de rien lâcher pendant le combat, pendant la maladie parce que je me disais: «Il faut que je sois là pour les autres et il faut que je m'en sorte». Le 3 avril 2025, j'ai eu mon rendez-vous de contrôle avec la gynécologue chirurgienne qui m'a opérée, donc qui a procédé sur moi à la tumorectomie et à l'ablation des ganglions sentinelles. Car suite à l'opération, en fait, le morceau qui a été enlevé a été envoyé en analyse pour une biopsie afin de déterminer s'il y avait encore des cellules cancéreuses ou non. Et heureusement, on m'a donc annoncé qu'il y avait plus aucune trace du cancer, que le cancer était totalement parti et que donc j'étais en rémission complète. Ça a été un gros soulagement pour moi, même si je m'y attendais, ça a quand même été des torrents de larmes, des larmes de joie, des larmes de soulagement et je me suis dit: «Ça y est, je l'ai fait, je me suis battue et j'ai pas fait tout ça pour rien». Aujourd'hui, même si je suis en rémission complète, c'est quand même très compliqué d'apprendre à vivre lorsqu'on a eu un cancer ou toute autre maladie grave. Voilà, on apprend à vivre avec quand même une épée Damoclès au-dessus de la tête, la peur de se dire que tout est imprévisible, tout peut arriver, ça peut nous tomber dessus à n'importe quel moment, ça arrive pas qu'aux autres. Alors bien sûr, avec le temps, les angoisses s'atténuent, mais elles sont toujours présentes. Voilà, on est souvent remis dans le bain de la maladie parce qu'il y a des rendez-vous de contrôle un peu tous les 3-4 matins et ça va durer pendant plusieurs années. Mais je dirais quand même, qu'au bout d'1 an après l'arrêt des gros traitements, donc la fin des chimiothérapies, on a quand même le cœur et l'esprit libérés et on reprend goût à la vie, on retrouve un petit peu d'insouciance, même si ce sera plus jamais comme avant. Le 12 mars 2026, j'ai eu une intervention chirurgicale pour le retrait du porte-à-4. Donc ça a été très symbolique pour moi, ça a vraiment marqué la fin des traitements, la fin du combat et j'ai quand même un gros poids en moins aujourd'hui depuis que j'ai plus le porte-à-4. Avoir un cancer du sein aussi jeune, ça m'a transformée sur plusieurs points. Je dirais que j'ai perdu la quasi-totalité de mon insouciance et que maintenant je sais que, tout n'arrive pas qu'aux autres. Que quelque chose de grave peut nous tomber sur la tête du jour au lendemain comme ça, sans prévenir. Mais, ça m'a aussi apporté du positif. J'ai appris, à me satisfaire des petites choses, à m'extasier devant des choses qui, pour moi, d'habitude, avaient pas forcément d'importance et maintenant je prends beaucoup plus plaisir lorsque je fais quelque chose. Même les choses toutes bêtes de la vie, aller me promener, heu, aller marcher dehors, même s'il pleut, c'est pas grave, on est là, on est en vie et il faut en profiter. Et j'aimerais dire à toutes les jeunes femmes qui apprennent qu'elles ont des cancers que la vie, elle continue. Elle s'arrête pas là, elle s'arrête pas à la maladie, elle s'arrête pas au diagnostic, elle s'arrête pas au traitement. Certes, c'est une sacrée période, c'est un sacré combat, c'est des moments très difficiles, mais il faut se dire que c'est temporaire. Les chimiothérapies, ça va pas durer toute la vie, ça va être un certain temps. La radiothérapie, c'est pareil, les médicaments, c'est pareil. Donc voilà, faut se dire que même si on a des jours où on se sent très mal, ça restera passager parce qu'après la pluie vient toujours le beau temps.